Merci Daniel, c'est un très grand plaisir, évidemment, un très grand honneur aussi là, de participer à cette journée, d'introduire la table ronde. On a eu pendant la matinée des questions autour de la transition énergétique, du développement de l'énergie solaire. C'est les hommes, c'est les questions des hommes, de la société. Maintenant, on est déjà un petit peu plus sur la question des sciences de la nature. Alors, il semble qu'on est un petit peu dans les contraintes. Et donc ça, c'est ce domaine dans lequel qu'on partage, enfin avec Daniel et avec 500 autres chercheurs en France dans ce domaine-là. Et ce domaine-là, c'est aussi développer des solutions, imaginer ce qui serait possible et partager aussi une expertise. Donc là, vous avez les intervenants, on va les présenter un par un. Alors, puisqu'on parlait d'expertise, et ça a été évoqué ce matin, donc il y a un petit guide qui a été fait par des chercheurs du CNRS, des doctorants, des post-doctorants, etc. Donc tout un groupe qui est sur le site, donc en particulier coordonné avec Stéphane Collin et moi, sur ce état, enfin, comment dire, des faits pour contrer un petit peu certaines rumeurs sur, par exemple, les terres rares dans les cellules solaires, etc. Donc c'est spécifiquement sur le photovoltaïque et vous pouvez le télécharger à solarepv.fr. Voilà. Là-dessus, donc on va commencer par... on a eu une excellente introduction sur la question du silicium. Donc on voit les contraintes matières sont intéressantes. Je vais introduire peut-être Martin Green. Martin Green, donc, qui est professeur à l'Université de New South Wales, qui a dirigé pendant des années un fameux institut à Sydney, qui a eu le prix Nobel alternatif 2002. Contrairement au prix Nobel continu, peut-être qui était celui qu'a eu Monsieur Jean Jouzel. Donc, ce prix Nobel, donc pour tout ce qu'il a fait, il a continué à faire des choses. Et effectivement, il a lancé une génération de chercheurs qui ont développé de manière incroyable, en fait, des technologies photovoltaïques qui ont permis le développement de ce silicium. Et beaucoup de ces chercheurs-là, formés à Sydney, ont créé les entreprises. Effectivement, beaucoup des entreprises qui sont aujourd'hui en Chine ont été créées par les étudiants de Martin Green. Et donc, c'est cette histoire-là qu'il va vous raconter. Alors, il est donc en Australie. Il ne peut pas être avec nous. Alors, comment je fais pour... Well, hello. I'm Martin Green from UNSW Sydney. And today I'd like to give my views on where we are with photovoltaics and where we're heading. Down the bottom left there is the iconic Sydney Opera House, and I'm speaking to you from Sydney. In the centre there are our labs at the University of New South Wales. And if we go back, and on the lower right there are our solar industrial research facilities where we do technology transfer to industry. The IPCC has just released a report just on the 4th of April about mitigation of climate change, and it's given a whole range of options for how we might make immediate impact in mitigating climate change, and this is just shows the list here. I'm blocking some of it, I can see, but the blue regions are the interesting ones in that they're the measures we can take that have zero or negative cost. And you'll see, about 2/3 of the way down, there's a lot of blue under transport, fuel economy and electric vehicles and so on. But the biggest blue regions are right at the top. And if we zoom in and have a look at those, we'll see that the two biggest ones, one is wind energy and even bigger is solar energy. So by 2030, we can reduce CO2 emissions by, maybe up to 4 or 5 gigatons per year, a massive amount, by uptake of solar, according to this IPCC report. And it's by far the biggest impact we can have is through solar and wind. So the blue regions show where the costs are zero or negative, and then the other regions are progressively higher costs per tonne for emission reduction. Photovoltaics is something we should be thinking seriously about for climate change mitigation. If we look at what's happening with the technology, there's 4 main silicon technologies that are competing for market share, or will over the rest of this decade at least. So there's the PERC technology, the passivated emitter and rear cell that was invented
by myself at the University of New South Wales back in the 80s. And then 3 contenders, TOPCon, tunneling oxide polysilicon, which we were also first to explore back in the early 80s. And then heterojunction, a Japanese development, and interdigitated back contact, which Stanford University is most famous for developing. So the PERC is P-type, uses P-type silicon wafers, now gallium doped, and the others use N-type phosphorus doped wafers. And on the right there just shows the best commercial size efficiencies that have been demonstrated for these different technologies. So, you know, getting over 26% now with multiple technologies. I think there's 5 groups now that have demonstrated over 26% efficiency with, you know, reasonably sized cells. The PERC, you can see, is the lowest of the technologies efficiency at 24%, with the efficiency stretching up to 26.6% for the interdigitated back contact when combined with heterojunction type contact. So module sizes are getting bigger. So it just shows where the state of the art is. So 2.4 meters tall modules, or 8 feet in the imperial units. So the previous slide showed the cell efficiencies. This is showing the best commercial module efficiency. So this is what you can really buy out there in the real world. So we can see the module efficiencies are a little bit lower, about 10% lower, because you've got frames and wasted space between cells and so on. But the PERC sort of catches up there. So the highest module efficiency that you can get commercially now is 22.8% with the IBC type of technology, and then there's other slightly lower efficiencies with TOPCon, and then there's a massive, these are all the efficiencies, I think over 21%. There's a massive companies offering PERC cells, 21.6 to 21.7% efficiency. So not all that far behind the best IBC modules now. So that's been the history of recent PERC development. It's sort of caught up to the more sophisticated technologies in terms of efficiency at the module level. The little dots at the top show the module power rating. So many PERC manufacturers now offer you a 670 watt modules, the size shown in the previous slide, and one TOPCon manufacturer will offer a 700 watt module of that size. But in terms of market share, the overwhelming market share is dominated by the PERC technology, as shown in this chart to the right from PV Tech. So the blue and maroon regions show the market share of the earlier back surface field technology that was developed in the US in the 1970s. And the brown and the yellow show the market share of PERC, which from 2015 onwards started dominating production. And last year, according to the Chinese Photovoltaic Industry Association, PERC accounted for 91.2% of total worldwide module production. So, you know, overwhelmingly dominant. The 3 other technologies shown on the left there, they share the little black region there. So they're fighting over a very much smaller share of the market. And then the light blue region at the top is thin film technology, mainly the cadmium telluride technology marketed by First Solar. So the PERC technology has offered new functionalities, and that's been one of the reasons for its success. So bifacial modules became feasible at low cost for the first time, and you know, you pick up extra performance for free. In fact, it costs no more to make a bifacial PERC cell than a monofacial. And in fact, more and more manufacturers are making only bifacial cells, even if they go into monofacial modules with a, you know, white reflector at the rear. The photo on the far right just shows the modules from the front and the back, so not too much different. You'll notice the cells are also rectangular, and that's been something that's been possible with PERC because the rear metallization on the cell is patterned, so it's easy to slice the cell into halves or thirds or even smaller portions. So for a long time we were stuck at 156 millimeter wafers, you know, for the last decade. That was the dominant technology, and that was largely because you
the larger the cell, the more current you generate, and it's harder to handle more than 10 amps that the 156 wafers will generate. But now that you can cut the wafers into smaller bits, that's encouraged the switch to even larger sizes. So over the last few years, we've seen an increase in the wafer size. Up to 218 millimeters is actually the largest that you can buy commercially now. So 210 and 182 are the two standard sizes now, but you can get bigger if you really want it. So that just sort of shows the difference between a 156 and a 210 square wafer. For a long time, photovoltaics lagged behind microelectronics in terms of wafer size due to this current issue, but now that it's easy to chop the cells into smaller bits, we've caught up. So a 210 millimeter wafer is the largest square wafer you can cut out of a 300 millimeter round wafer. So that's the largest size that's used in microelectronics. But, you know, at the turn of the century, microelectronics had a much more ambitious roadmap to go to, you know, bigger wafers, 50% bigger every 10 years or so, which had been the norm prior to the turn of the century. But what has happened is that photolithography, you know, with a demand for fine dimensions ever finer, has not been able to scale. The cost of that hasn't been able to scale with wafer size as it had previously, and that's inhibited the transition to these larger wafers. But by now, you know, if things had gone to plan, we'd be at 675 millimeter round wafers. So I'm just wondering, you know, photovoltaics doesn't need photolithography, so I'm just wondering if we're going to see photovoltaics get ahead of microelectronics now in terms of the wafer size, because you can process, you know, bigger units in production and then chop them down at the end of the production process. So, you know, PERC is presently dominant and thought by many that one of those other three technologies, you know, possibly TOPCon, will take over sometime this decade. But PERC is putting up a good fight, as you can see from the market share and from the fact that the gap between at the module level is not as large as some of the cell results that you hear about. But what's comes after PERC. And like I think the ultimate photovoltaic technology has to be a tandem cell. And I guess everyone listening is familiar with the idea of a tandem, just stacking cells of decreasing band gap or increasing band gap, I guess it is, on top of one another. And, you know, you get this automatic filtering of sunlight, which is a really neat effect, whereby you know, the highest band gap cell's uppermost, so it absorbs the blue photons, and the rest automatically filter through, and the photons of the right energy are absorbed in the cell of the correct band gap. So it's a, you know, really bonus, this filtering arrangement you get by stacking cells of different band gap on top of one another. So I think, you know, I think it makes sense to stack these cells onto silicon, you know, regardless of the technology that you develop for the tandem cells, because you can take advantage of the huge market share and the huge turnover of the existing manufacturers, if that's the route you take, you know, rather than having to compete, you know, in a small startup against some of these billion-dollar turnover companies. You can actually, these companies can start, you know, initially small production amounts and then as a premium product, and then gradually introduce the tandem as their main product stream. So, you know, I think a thin film stack onto silicon is the way we'll see tandems used commercially in large scale. So the main issue is, you know, what material do you stack on top of silicon? And I think there's 4 criteria that it has to meet. And there's been no material that's really met all 4. But one is abundance, because we're going to be installing a lot of panels to mitigate climate change, and we're going to need material that's abundant, otherwise we're going to run into resource limitations and cost limitations ultimately. It's got to be non-toxic, I believe, because you're going to be storing, you know, huge amounts of this product. You don't really want to be raising toxicity issues as you do that. So I think that's the second criteria. You need to have high efficiency. So to make the tandem on silicon work, you need at least 20% efficiency for these uppermost cells. So you need a technology that's capable of giving over 20% efficiency as a thin film. And then the final thing you need is stability.
because, people are now warranting silicon modules for up to 40 years in one case of Maxeon and SunPower. So you really want something that's going to last that type of timescale to meet market expectations, I believe. So many are now offering 30-year warranties, some still 25, but up to 40. But there's been no material that meets all those criteria. So some meet 3 of them. The perovskite, which is highly favoured, at the present has issues with toxicity. You've got water-soluble lead, is the main constituent, I guess, within the module, within the active layer at least. And I think there's going to be some disincentive to switch to that technology because of that. But the main issue at the moment is stability. So, silicon is probably the most stable material that's reached an efficiency over 20%, and perovskite's probably the least stable of all the materials that have demonstrated over 20% efficiency. So perovskites and silicon are not a perfect match because of that different level in stability. So I think that's probably the biggest challenge facing photovoltaics, is to find a material that you could stack onto silicon as a thin film that meets those 4 criteria I mentioned. So, to me, that's the biggest research challenge facing photovoltaics at the moment. Everything else will look after itself. So what will that do for you? Silicon turns out to be a pretty good choice for the bottom cell in a tandem stack. Its band gap is a little bit low on the low side for a single cell. So if you look at that chart on the right, that just shows the limiting efficiency for different numbers of cells in the stack. So the red shows the unconstrained choice, and the green shows the best you could do if you use silicon as the bottom cell. So as a single cell, silicon is not too bad, 29% versus 33% is a limit. And I think, we're going to see efficiencies from silicon, progressively closer to that 29. I think we'll get over 27 in commercial production with silicon sometime this decade. So get quite close to these limiting efficiencies in production. But if you go to a 2-cell stack, you go up to over 42%, and silicon becomes an even better choice. As the bottom cell, a 2-cell stack is better than as a single cell, closer to the unconstrained limit. And a 3-cell stack, it's not too bad either. You're getting up into the high 40s as the limiting efficiency. So, my prognosis for the future is that we first have to find the right material to stack onto silicon, but hopefully that will happen sometime this decade. We'll find a material that's really suitable for stacking onto silicon. And, stacking a single cell onto silicon, you have to make a bit of a switch to thin film technology, although the heterojunction approach is already essentially doing that with a transparent conductor, transparent conducting oxide providing the lateral transport to the fingers in heterojunction cells. But, to go to a single cell onto silicon, you'd have to go to that type of technology, so the thin film type of technology, so a bit of a switch required there. But to stack 2 cells onto silicon, you don't really have to do anything extra. You just, that just gets connected into the stack, and you don't have any extra layers that you require for contacting or anything like that. Like stack 1 cell onto silicon successfully, a 2-cell stack, is a no-brainer. But every time you stack a cell onto silicon, you share the number of photons between the cells. So a 3-cell stack, you only get 1/3 the number of photons into the silicon cell. So if it's a 24% efficient cell, it'll only contribute 8% to a 3-cell stack. And, if you look at a 4-cell stack, by the time you get to that stage, the manufacturers, will have, multi-gigawatts or even terawatts of experience with these thin film materials that are used on top of silicon, so that they'll be very well validated. So you just sort of get to that stage, you say, do you really need the silicon anymore? Let's just stick with these thin film technologies. So my prognosis is, by the middle of the century, we'll have switched to all thin film technologies, initially as a 4-cell stack, and then, manufacturers battle
over these incremental improvements. So, you know, maybe you'll go up and up and up, but, you know, a 6-cell stack, you know, seems, you know, quite a reasonable number of cells to have in a stack, but people may go even more just to get the edge over their competitors. So, you know, that's what I can see the technology heading by sort of mid-century. So that brings me to the end of the talk. I guess, you know, photovoltaics is already, you know, one of the cheapest options for large-scale energy production, but the costs are still going down, at least they were before coronavirus interfered with the steady progress that was being made. But, you know, there's plenty of potential for further cost reduction, you know, through tandems and things like that. You know, just with the silicon itself has enormous cost reduction potential before it. So I think we're going to see what Ramez Naam termed insanely cheap photovoltaics down the track, and some people are talking about the third energy revolution, sort of initiated by, you know, ultra low cost solar electricity, you know, just energy available in an abundance that previously wasn't really economically feasible. So new technology continues to accelerate the pace of change, and we've seen that with PERC. So the rate of cost reduction started increasing when PERC was introduced into the market as the incumbent technology, you know, battled to maintain market share. It put price pressure on both technologies, the incumbent and the new one. So new technology will help accelerate cost reductions. So good thing. So you know, I think over the next few years we'll see 10 cents a watt modules. So PERC got down to 18 cents a watt, you know, before coronavirus, you know, the factory gate sort of prices. So, you know, I think 10 cents is ultimately very doable sometime this decade once things get back on track. And 1 cent a kilowatt hour, we've already seen that bid in, you know, power purchase agreements in Saudi Arabia. And finally, solar to play a major role in mitigating global warming. So the graph on the right is just one I prepared around 2015, but just showing the impact of 1 terawatt a year photovoltaics upon CO2 emission reduction. So the little red arrows there show 1 terawatt a year of photovoltaics, which is, you know, where the IPCC expects us to be sometime towards the end of this decade, I guess. So I think it provides a hope for a technological solution to climate change. So thank you very much for your attention. Bien sûr, il n'est pas là. Je suis désolé que, effectivement, on n'a pas eu le temps de traduire la vidéo et c'était en anglais. Je peux vous faire un petit résumé très très rapide pour ceux qui ont eu du mal, ceux qui ont peut-être eu un petit peu de mal avec l'anglais, l'australien en plus, il y a un petit accent. Donc, il a rappelé effectivement les conclusions du rapport du GIEC sur la contribution possible, dont on parlait Jean Jouzel ce matin, du photovoltaïque à la réduction des gaz à effet de serre. Et il a tracé, dans l'introduction et en conclusion, il a tracé les perspectives d'une énergie qui serait presque gratuite, enfin avec des coûts insanely cheap, ça veut dire incroyablement bon marché. Il a montré le développement des technologies auquel il a contribué, et donc de voir effectivement comment cette filière, dans laquelle finalement les panneaux solaires ressemblent beaucoup, ont l'air de ressembler beaucoup à ce qu'on pouvait avoir il y a 40 ans, des panneaux bleus, enfin du silicium, etc. Finalement, on voit qu'en quelques années, on change de technologie, on change de gamme, et là, il a tracé effectivement des perspectives sur les prochaines décades, effectivement avec des augmentations de rendement, peut-être le remplacement possible du silicium. Voilà. Et dans les perspectives, donc, ce qui montre également, c'est qu'avant la fin du silicium, il y a effectivement ces technologies tandem dont on parle, et donc qui sont des technologies qui vont permettre d'aller au-delà en termes de rendement, en termes de qualité, et puis peut-être de faire le passage à de nouveaux types d'énergie solaire. Et donc ça va être beaucoup plus le sujet sur lequel on va parler avec les intervenants qui sont là aujourd'hui à la table ronde, et je les remercie. Et je voudrais commencer... Alors, je vais essayer de voir si je peux... Voilà. Et donc, je voudrais commencer par Solène Berson. Je pense que dans les thématiques de recherche et les activités sont bien en résonance avec ce qu'a présenté Martin Green. Donc, Solène Berson, es-tu en ligne ? Oui.
Voilà, Bonjour à frappe tous. 3 coups si tu es là, esprit es-tu là. Donc, si tu, donc je vais te, voilà, donc pour t'introduire, hein, donc Solène, tu es responsable des recherches perovskite tandem silicium à l'INES. Et donc, je crois que tu as un petit transparent d'introduction. Alors, je vais te laisser peut-être partager ton écran, Oui. ou comme tu veux, je te laisse les... Bah, on va essayer de partager mon écran. Et Voilà, puis, si alors jamais... voilà, j'ai arrêté et tu peux, voilà. Bonjour Solène, merci de t'être joint à nous. Donc du coup, oui, donc Solène Berson, donc je travaille au CEA, à l'Institut national de l'énergie solaire. Donc bonjour à tous et donc c'est un plaisir d'être présente avec vous cet après-midi. Donc avant de parler donc de ces cellules photovoltaïques architecture tandem, juste quelques mots du coup sur l'Institut national de l'énergie solaire, donc qui a été créé en 2005 au Bourget du Lac, qui représente à peu près 500 personnes donc dédiées d'une part à la recherche et innovation sur l'énergie solaire et puis une autre partie sur la formation continue et tout ce qui est éducation. Donc ça représente 12 laboratoires du CEA et 2 laboratoires en fait, de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS. Et puis il y a également quelques partenaires industriels qui sont implantés sur le site. Donc ici vous voyez la liste donc, de CA, ECM, CERMA et Stedison. Donc, à l'INES, en fait, sur la partie recherche et innovation, on va du matériau à la cellule photovoltaïque, au module photovoltaïque, et puis également jusqu'à l'intégration système, et puis stockage et réseau. Et également, on travaille sur différents types d'intégration de l'énergie solaire, en particulier donc de l'énergie photovoltaïque, pour différentes applications, donc que ce soit les véhicules, le bâtiment ou bien d'autres secteurs, puisque le PV le photovoltaïque peut être intégré dans de nombreux domaines. Donc, en ce qui concerne la partie donc, plus amont, donc cellules photovoltaïques, sur laquelle du coup je travaille, on se focalise aujourd'hui à développer donc, ces architectures tandem qui ont été décrites déjà dans la présentation précédente. Mais pourquoi donc aller vers ces architectures tandem? Donc ce qu'on disait, c'est que aujourd'hui la technologie photovoltaïque qui est dominante sur le marché et qui est très bien implantée, donc c'est la technologie silicium, mais on arrive à une saturation des rendements autour de 26-27%. Et si on veut continuer à aller sur une décroissance en fait du coût de l'énergie, on est obligé de continuer à augmenter les performances à l'échelle de la cellule photovoltaïque. Et donc pour cela, on développe ces architectures tandem où on va du coup associer une deuxième jonction photovoltaïque à la jonction silicium pour limiter les pertes par thermalisation. Comme on peut voir donc, sur ces graphiques, on a pas mal de pertes sur les faibles longueurs d'onde par thermalisation. Et donc, en allant sur les architectures tandem, on va pouvoir avoir une jonction qui fonctionne mieux que le silicium sur les basses longueurs d'onde et du coup augmenter les rendements et atteindre 30% de rendement photovoltaïque. Donc, du coup, continuer à diminuer les coûts de l'énergie. Donc pour cela, on en a parlé également. Donc aujourd'hui, le meilleur matériau qu'on a pu identifier, donc en combinaison avec le silicium, fait partie de la famille donc des matériaux perovskites halogénés. Du fait de ses propriétés optoélectroniques intrinsèques assez exceptionnelles. Donc, on parle du coefficient d'absorption, des propriétés de transport de charge en fait, dans ce matériau, associé également à des faibles coûts matière et une facilité de mise en œuvre. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces matériaux perovskites ont été utilisés pour le domaine du photovoltaïque à partir de 2009. Donc, c'est une technologie très récente et peu mature en fait par rapport à la technologie silicium qui est largement déployée aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc, il y a énormément de recherches à faire en fait sur ces matériaux et la combinaison du coup avec ces cellules silicium pour former ces architectures tandem. Donc, le choix au CEA a été donc d'associer ce matériau perovskite aux cellules silicium à hétérojonction, qui est également développé au CEA et aujourd'hui des transferts industriels existent, pour former ces architectures. Donc là où on voit sur ce schéma la jonction silicium associée à la jonction perovskite et où du coup chacune des jonctions va fonctionner soit dans le bleu, soit dans le rouge. Donc aujourd'hui, l'état de l'art mondial sur cette technologie, on atteint déjà des rendements de l'ordre de 29,5-29,8%, donc qui sont des très bons rendements. Néanmoins, les surfaces actives des dispositifs restent limitées de l'ordre du centimètre carré.
Donc, on est encore loin en fait de ce qui est transférable à une échelle industrielle. Donc, au CEA, on va travailler sur le développement des matériaux et des procédés pour aller vers cette échelle industrielle. Et du coup, ne pas se cantonner à ces centimètres carrés, mais d'aller sur des tailles de wafer de silicium de taille industrielle. Donc ça passe par une maîtrise de la cristallisation du matériau perovskite sur des grandes surfaces et avec des procédés industrialisables, et puis également la maîtrise de l'architecture tandem complète. Donc, il n'y a pas uniquement l'absorbeur, donc le silicium ou le matériau perovskite, mais c'est en combinaison avec des matériaux d'interface pour l'extraction des charges, les électrodes pour la collection des charges, et puis des couches de recombinaison, donc un certain nombre d'autres couches qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'architecture tandem pour optimiser les performances optiques et électriques. Et donc, au laboratoire, on a aujourd'hui déjà atteint une échelle un peu plus grande, donc sur des substrats de 5 par 5 cm avec des surfaces actives de 9 cm², avec des rendements de 24,9%. Donc, on s'approche des rendements qui sont intéressants et qui deviennent un peu compétitifs avec les simples jonctions. Et puis, du coup, on augmente les surfaces, donc 9 cm², mais ce n'est pas suffisant, il faut aller bien au-delà. Donc, on commence à aller vers du 100 cm², et puis l'objectif d'aller sur des wafers de silicium standard, donc taille M2, M6 ou M10, qui deviennent les nouveaux standards. Donc, on voit qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur des très faibles surfaces, mais d'aller sur des grandes surfaces et du coup d'associer cela avec des matériaux compatibles et des procédés compatibles avec l'échelle industrielle. Donc voilà les axes de recherche sur lesquels je travaille et le CEA travaille aujourd'hui pour développer ces technologies. Je vous remercie. De donner la parole à Philippe, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, comme moi-même, Daniel et d'autres, Nathanaël, donc qui a été lauréat de Make Our Planet Great Again. Donc peut-être, Philippe, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, et je peux aussi utiliser ça. Justement. Ok, parfait. Oui, je vais l'essayer. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'introduction, Jean-François, et merci à Daniel pour l'invitation et au Collège de France, évidemment. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'interface, les interfaces dans le photovoltaïque. Le titre se fait lire presque comme une hypothèse et on va explorer ensemble de quoi il s'agit là. Mais d'abord, je voudrais vraiment expliquer le Make Our Planet Great Again programme. Probablement, quand vous avez lu le programme, vous avez vu derrière mon nom, il y a l'affiliation, CNRS-IPVF, mais aussi MOPCA. Et c'est vraiment l'abréviation pour Make Our Planet Great Again. C'est une initiative qui était lancé en 2017 par le président de la République pour vraiment... Alors, le message clé était chercheurs mondiaux, venez en France et travaillez avec nous, avec nos chercheurs ici, avec notre institution, pour préserver la planète et pour un avenir soutenable. Donc, il y a 3 axes dans ce programme. Il y a la climatologie, il y a aussi l'impact, c'est-à-dire les effets sur notre environnement de changement de climat, et aussi les solutions. Et ça, évidemment, comprend aussi la recherche sur les dispositifs photovoltaïques et les travaux sur des autres aspects de la transition énergétique. Ici, c'est une photo qui a été prise à Paris pour c'était pendant la conférence Make Our Planet Great Again. En fait, la France a vraiment pris l'initiative et l'Allemagne a suivi d'après. Donc, c'était une jointe conférence
franco-allemand. Je le trouve marrant parce que probablement vous avez, quand vous m'écoutez parler, vous avez remarqué probablement un petit accent. Oui, je suis d'origine Allemagne, mais à l'époque, j'étais toujours aux États-Unis où je faisais mes recherches pendant 6 ans à peu près. Bon, le projet était intégré à l'IPVF en 2018. C'est vraiment la recherche fondamentale traduite en application. C'est-à-dire, moi, je fais des caractérisations spécialisées et avancées sur des électrons, des photons et des rayons X. Et on essaie de vraiment trouver les mécanismes physiques et chimiques pour améliorer nos matériaux et optimiser la cellule solaire. Les sujets principaux sont vraiment les interfaces dans le dispositif, comprenant les multicouches. Et je suis, alors, grâce à la présentation de mon oratrice précédente, alors merci Solène, vous avez déjà vu le thématique. On s'oriente vers le tandem, les cellules multijonctions, c'est-à-dire la tendance est vers plusieurs interfaces, pas moins, mais plus des interfaces. Donc il faut vraiment les maîtriser. D'après, ma recherche aussi concerne les perovskites halogénés, dont on a parlé aussi. C'est vraiment pour la nouvelle génération des cellules solaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'interface? Et ici, j'aimerais évoquer 2 citations de lauréats Nobel. Je vais traduire très rapidement. Le premier est Herbert Krömer qui a dit l'interface, c'est le dispositif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même s'il y a des processus dans le volume d'un dispositif, ce sont toujours les interfaces qui donnent beaucoup de paramètres, propriétés. C'est-à-dire, on peut changer la structure électronique et la conductivité. Et ça, tout dépend de l'interface d'une couche fonctionnelle avec une couche adjacente, par exemple une couche de transport. Et d'après une autre citation que j'aime beaucoup, ça vient de Wolfgang Pauli qui a dit, en effet, c'est Dieu qui a fait le volume, mais les surfaces sont inventées par les diables. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça, en fait, et pourquoi est-ce qu'on parle de surface quand je parle des interfaces? Une interface, c'est toujours 2 surfaces qui ont mis en contact. Donc, et ce que veut dire Wolfgang Pauli ici, c'est le bulk, c'est la matière dans une forme solide. Et là, on travaille dans la théorie avec un réseau cristalline infini, avec une périodicité parfaite. Et forcément, cette condition n'est pas vraie à la surface où on a plus la périodicité, mais la transition vers le vide. Et dans le cas d'une interface, vers l'autre matériau. Et ça change beaucoup de propriétés et on trouve des nouveaux phénomènes physiques, en fait. Bon, mais quels sont les défis dans le PV en couche mince? On commence par la photoabsorption optimisée. Je crois qu'on va en parler plus tard. À l'interface, on a des barrières pour les extractions des porteurs libres. On a aussi des défauts parce qu'à l'interface, c'est impossible de vraiment aligner toutes les liaisons atomistiques. Donc, il y a des défauts. Et ces défauts font mal à la collection de courant, si vous voulez. Et d'après, il faut aussi bien gestionner le porteur de charge libre pour éviter la recombinaison. Ça me amène à au dernier transparent, où j'aimerais vous présenter quelques résultats clés dont je, en fait, travaillé déjà quand j'étais aux États-Unis, au Colorado, avec le projet était vraiment géré par Jeff Christians à NREL. Maintenant, il est maître de conf à Hope College. Et vous pouvez voir déjà qu'on utilise les interfaces sur mesure pour des cellules perovskites pour une stabilité de plus que 1000 heures. 1000 heures, ça ne fait pas 30 ans, 40 ans, c'est le critère qu'a mentionné Martin Green. Mais à l'époque, c'était vraiment une étape
je dois admettre, moi, j'étais pas convaincu qu'on peut obtenir ces chiffres-là. Et maintenant, on l'a déjà dépassé et les perovskites sont sur une voie d'une technologie très stable. Donc, on peut le stabiliser et on fait ça par des interfaces sur mesure. On utilisait des nouvelles couches moléculaires, donc on va vraiment dans les détails, on prend des molécules et on change les couches moléculaires avec une autre molécule qui sert comme une barrière contre la diffusion des ions, des espèces extrinsiques aussi. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut toujours explorer des matériaux tolérants aux défauts. C'est une propriété presque unique pour les perovskites, mais on travaille sur aussi des alternatives, sans plomb par exemple, mais aussi des perovskites d'autres dimensionnalités. Là, on a un joli nouveau projet avec le IRCP, aussi CA, Solène-Berson. Et finalement, il faut aussi adapter les couches ultraminces comme couches intermédiaires. Et j'imagine on va en parler aussi dans le prochain intervention. OK, avec ça, je peux m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention et encore merci pour l'invitation. Alors pour laisser un petit peu de temps aux questions, je vais introduire Nathanaël. Donc nous avons la chance à l'IPVF d'avoir une chercheuse de talent internationale et que je ne voudrais pas faire rougir, mais qui est vraiment très heureux d'avoir parmi nous. Médaille de bronze CNRS récemment. Voilà, Nathanaël, merci. À toi la parole. Tu peux utiliser une petite flèche. Ok, merci et bonjour à tous. Je veux remercier évidemment Daniel pour l'invitation, le Collège de France, puis vous tous pour être ici. Moi, ce que je vais parler là pendant les quelques prochaines minutes, parce qu'on a beaucoup parlé de conception des cellules solaires et je pense qu'on va en reparler plus tard avec Stéphane. Là, on va parler un petit peu de fabrication, on va mettre un peu les mains dans la pâte et de regarder comment on peut faire des matériaux qu'on va vraiment pouvoir construire à façon, c'est-à-dire avec les propriétés et dans les conditions qu'on souhaite. Donc moi, effectivement, je travaille à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Donc, je suis chargée de recherche. J'ai été recrutée au CNRS depuis en 2013. Et de formation, je suis chimiste. Donc, c'est bien pour ça qu'on va parler de fabrication maintenant. Et ma thématique de recherche, je vais l'utiliser pour essayer d'illustrer un petit peu la partie fabrication de cellules. Ma thématique de recherche, c'est une technique de dépôt de couches minces particulière, qu'on appelle le dépôt chimique en phase vapeur. Je vais me permettre d'utiliser la dénomination anglaise Atomic Layer Deposition ou ALD. Et je vais vous prendre cet exemple et vous montrer comment ça fonctionne et comment on l'utilise et comment elle peut être utile pour des applications photovoltaïques, puisque c'est bien le sujet du jour aujourd'hui. Je vous ai mis 3 photos en fait, de matériaux qu'on peut faire par l'ALD, par exemple. Et du coup, les couches minces dont on va parler, c'est pas du... Est-ce que ça marche, ça? Pardon. Non. Ah, zut. C'est bon. Oui. Voilà, donc le matériau qu'on va fabriquer ensemble maintenant, c'est pas du tout l'ensemble de la fibre, c'est plutôt juste le revêtement qu'on va mettre à l'interface avec le vide de la fibre, ou ici, entre les deux matériaux, le matériau qui a été colorié en bleu et le matériau colorié en vert, mais on voit qu'il y a une petite fine couche qui a été colorisée pour l'image en jaune, et c'est bien de ce type de couche mince dont on va parler maintenant. Donc, comme je vous le disais, moi, je travaille à l'IPVF. On a une thématique de recherche, en tout cas, sur l'ALD, qui est donc une méthode de fabrication de couches minces. Et sa particularité, c'est que c'est une méthode chimique, donc qui utilise des molécules, donc qui utilise aussi la chimie moléculaire et l'ingénierie moléculaire pour mettre au point des molécules qu'on va appeler précurseurs et qui vont venir réagir à une surface. Et les molécules vont réagir entre elles, se réorganiser et petit à petit, construire le matériau, couche atomique par couche atomique, c'est donc le nom qu'on donne à l'ALD. Donc là, je vous ai mis une petite animation. On voit les molécules qui arrivent dans une chambre de réaction. Ce que vous avez en dessous ici, ce sera un substrat. Donc on pourrait imaginer que c'est une cellule solaire en création, en fabrication. Et puis on va venir amener étape par étape les différentes molécules qui vont réagir. Et on voit que on a notre film mince, notre couche mince qui vient s'organiser et donc être fabriquée. Et donc, pour l'exemple de cette méthode de fabrication,
Sa particularité, c'est qu'elle est vraiment basée sur un dépôt chimique et des réactions de surface. Donc on a un contrôle très fin, à l'échelle nanométrique, à la fois de l'épaisseur du film, mais aussi de sa composition, c'est-à-dire des éléments qu'on va trouver dans le film mince, et c'est ce qui va nous permettre donc de contrôler finement également les propriétés du film. Par ailleurs, ça va permettre aussi de faire des choses conformes, c'est-à-dire qu'ils vont épouser exactement la structure ou la texture du substrat, et dans des conditions relativement douces. Donc c'est une méthode qu'on applique pour le photovoltaïque, mais évidemment, ce n'est pas du tout recentré seulement sur le PV, il y a plein d'autres applications. Et dans le PV, on l'utilise pour différentes fonctions. Ça peut être des fonctions de protection des cellules, on a parlé déjà de stabilité. Ça peut être des fonctions de transport de charge, sélectif par exemple. Ça peut être pour de l'ingénierie d'interface, je pense que c'était l'appel du pied de Philippe tout à l'heure. Mais je pense que vraiment le message que j'ai ici, c'est que c'est une méthode, mais c'est aussi une méthode parmi tant d'autres, et parmi beaucoup d'autres méthodes de fabrication de couches minces qui existent. Et le dernier message que j'ai là, peut-être sur ce qui reste à faire, c'est que finalement, je pense que ce qu'on illustre beaucoup aujourd'hui, c'est des objets photovoltaïques qui évoluent, qui continuent d'évoluer et qui sont toujours de plus en plus complexes. Et ils sont de plus en plus complexes parce qu'on leur ajoute de nouveaux critères. Donc Martin Green, là, tout à l'heure, parlait d'abondance, donc des éléments qu'on va utiliser, de toxicité des éléments qu'on va utiliser. Il parlait aussi d'efficacité, on a parlé de stabilité. On pourrait ajouter aussi les nouveaux usages, l'idée d'avoir des objets qui vont être flexibles, qui vont être déployables, globalement des coûts environnementaux, des coûts économiques. Et donc tout ça, ça va se traduire concrètement en recherche de nouveaux matériaux qui auront des nouvelles interfaces. Et aussi, dans ces nouveaux usages, là on a parlé ce matin, et ça a été évoqué, l'agrivoltaïsme, où on peut imaginer aussi le floating PV, on voit bien que c'est aussi des environnements d'utilisation qui vont être différents. Et tout ça, ça peut conduire aussi à des mécanismes de dégradation sur toute la durée de vie du système qui vont évoluer. Et donc, encore une fois, on a un cahier des charges qui va être de plus en plus contraint, de plus en plus précis pour fabriquer ces cellules solaires ou ces modules. Et je pense que c'est une opportunité, en tout cas, pour les chimistes, puisqu'on aura de plus en plus besoin de faire appel à des vocations ou à des travaux de chimie pour travailler avec les problématiques physiques ou d'ingénierie du photovoltaïque. Voilà, c'était le petit message que j'avais aujourd'hui pour vous. Merci. Donc, dernier intervenant, puis après on pourra passer effectivement à des échanges de questions. Donc Stéphane Collin, également chercheur extrêmement dynamique, exceptionnel, avec un parcours remarquable. Donc il nous vient tout droit de la photonique. Et peut-être tu vas nous expliquer pourquoi ce parcours et qu'est-ce qui t'a amené, que vient faire la photonique dans cette affaire. Oui, alors merci Jean-François. Oui. Merci Jean-François pour l'introduction et merci Daniel pour l'invitation. J'en suis très honoré, d'autant plus que vous m'avez tous les deux mis le pied à l'étrier dans le photovoltaïque, puisque j'ai démarré mon parcours scientifique plutôt dans le domaine des nanosciences et de la nanophotonique. Et je suis chercheur au C2N, pas très loin de l'IPVF, avec un bon pied aussi dans l'IPVF. Donc je navigue un petit peu entre ces deux instituts. Avec comme objectif de regarder quel peut être l'apport des nanosciences et des nanotechnologies pour le photovoltaïque. Alors ces apports, ils peuvent être multiples. On peut utiliser la nanostructuration pour piéger la lumière, et je vais vous montrer ça un petit peu plus dans les transparents suivants, un petit peu plus en détail. On peut aussi utiliser de la nanostructuration pour contrôler le passage du courant à travers une interface ou caractériser des matériaux à l'échelle nanométrique, par exemple. Donc ce travail, il se fait, je l'ai dit, en étroite collaboration avec l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, mais aussi avec de nombreux laboratoires de la Fédération du photovoltaïque. Et c'est pour moi l'occasion de souligner que la communauté a été structurée et fédérée grâce notamment à cette fédération et à l'action de Daniel pour cette structuration. Et je pense que c'est extrêmement important parce que la communauté est unie et pluridisciplinaire. Alors, la photonique pour le photovoltaïque, quelques enjeux. Je vais essayer. Hop, voilà. Je vous ai listé ici 3 enjeux. Pour moi, le premier, c'est évidemment de réduire les pertes optiques déjà dans les cellules solaires actuelles. Vous avez ici
l'architecture d'une cellule solaire avec un absorbeur en vert, un contact arrière en rouge, et puis un certain nombre d'origines de pertes actuelles, par exemple de l'absorption dans le contact avant qui est en bleu, de l'absorption parasite qui ne va pas générer de courant, ou des réflexions sur la face avant, ou de l'ombrage lié au gris en face avant. Et donc, par exemple, pour lutter contre toutes ces pertes, eh bien, on peut travailler sur les matériaux qui ont été discutés en changeant la couche de contact avant, ou sur l'architecture avec, par exemple, des contacts interdigités en face arrière. Comme ça a été cité, ça existe pour les cellules silicium. Deuxième enjeu, mieux utiliser le spectre solaire. Là aussi, on a parlé de cellules tandem. L'idée est d'absorber la partie courte longueur d'onde, donc grande énergie de photons du spectre dans une première cellule, et puis la partie rouge du spectre dans une deuxième cellule en dessous. On peut aussi mieux utiliser le spectre solaire en convertissant des photons bleus vers le spectre visible, ou 2 photons rouges vers le spectre visible également, pour les utiliser plus efficacement et les absorber plus efficacement. Et puis un troisième enjeu qui peut être de diminuer l'épaisseur de la cellule en augmentant le chemin optique. Alors, quels sont les ingrédients pour le faire? Le premier, évidemment, c'est d'éviter la réflexion sur la face avant, donc de mettre une couche anti-reflet. Ça va permettre au moins un simple passage. Par contre, les photons qui ne sont pas absorbés après un passage peuvent être perdus. Alors, on rajoute un miroir, et à ce moment-là, on peut avoir un double passage, mais on peut encore avoir des photons perdus après un double passage, notamment dans le rouge, les photons qui ont une énergie assez proche du gap. Comment faire mieux? Eh bien, en mettant de la structuration. Ça peut être une structuration micrométrique ou nanométrique qui va permettre, par exemple, de diffuser la lumière dans toutes les directions, si c'est de la structuration aléatoire, ou dans des directions bien précises, si on fait une structuration bien périodique, bien régulière. Et alors ça va permettre, par exemple, d'allonger le chemin optique, donc le chemin des photons entre la face avant et la face arrière, et puis de faire des allers-retours, et éventuellement de multiples allers-retours, puisqu'en revenant vers la face avant, si l'angle d'incidence est assez grand, il va y avoir une réflexion totale interne, et on peut avoir un chemin optique qui est de 50 fois l'épaisseur de la cellule solaire. On voit tout de suite le potentiel. Le potentiel que ça donne, ça veut dire qu'on peut avoir la même absorption en divisant l'épaisseur d'un facteur 50 si on arrive à mettre en jeu ce genre de structure. Alors voilà l'évolution un petit peu des cellules solaires au fil des ans. Je pars ici des années 70 avec des cellules solaires en silicium dont l'épaisseur est de l'ordre de 500 microns. Vous voyez qu'on a des couches qui sont plutôt planes, et puis ce que vous avez aujourd'hui, ça a été beaucoup décrit par Martin Green, et ce sont plutôt des cellules solaires avec une épaisseur de silicium de 160 microns, une efficacité de l'ordre de 20%, mais il vous a montré qu'on est déjà plutôt à 21-22% commercialement sur les modules, et puis une structuration en face avant. Alors la structuration, si on regarde de plus près, actuellement, elle ressemble souvent à ça, donc des grandes pyramides de plusieurs microns, et qui permet de piéger un petit peu la lumière. Et bien aujourd'hui, dans les laboratoires, on peut faire beaucoup mieux, et je vous donne 2 exemples ici. Un premier exemple, toujours avec le silicium, avec des efficacités qui sont un petit peu plus faibles, mais presque de 16%, avec seulement 10 microns de silicium. On a divisé de plus d'un facteur 10 l'épaisseur de la cellule, et grâce à une... Ah, il y a un petit... Ça ne devait pas être la même image là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que vous auriez dû voir, ce sont des pyramides, mais bien régulières et plus petites, qui permettent de piéger la lumière plus efficacement dans cette cellule. Et puis, eh bien, ce qu'on a fait au laboratoire, alors c'est premièrement, on a un peu triché, parce qu'on a utilisé un autre matériau, c'est du GAS, c'est un matériau qui absorbe très bien et qui est utilisé pour les cellules solaires dans le domaine spatial, qui généralement fait 2 microns d'épaisseur. Ici, on a divisé par 10. On a structuré la lumière, structuré le miroir en face arrière ici, pour piéger la lumière avec des résonances, des concepts qui viennent de l'optoélectronique, des lasers. Et puis, on a réussi à avoir 20% d'efficacité avec, vous voyez, très très peu de matière. Donc voilà un petit peu les perspectives que couvre la photonique pour le photovoltaïque. On peut aller vers des cellules beaucoup plus fines qu'aujourd'hui, utiliser beaucoup moins de matériaux. Pourquoi? Eh bien, ça va permettre d'avoir des procédés plus rapides, des cellules moins chères, aller vers de nouvelles applications, parce que ces cellules plus fines vont être aussi potentiellement plus flexibles et plus légères, et puis des opportunités pour aller vers des très hauts rendements, parce que grâce à la photonique et grâce à ces concepts, on va pouvoir augmenter également les efficacités des cellules. Alors comment parvenir à
à ces objectifs de cellules ultra fines, eh bien, il reste des défis fondamentaux. Où sont les limites? Jusqu'où peut-on descendre? Et ces questions se posent pour l'absorption, pour la quantité de matériaux qu'on peut utiliser pour faire des cellules efficaces, et comment peut-on augmenter même les rendements avec ces idées-là. Évidemment, des défis technologiques, parce qu'une fois qu'on sait, qu'on a compris les concepts et la théorie, il faut trouver le moyen, trouver les bonnes stratégies et les bons procédés pour les mettre en œuvre et se rapprocher des limites théoriques. Et puis évidemment des défis industriels pour passer des preuves de concept de laboratoire à des modules commerciaux. Et puis je voudrais finir en rêvant un peu. Jusqu'où peut-on descendre? Eh bien, ce dont je suis persuadé, c'est qu'on peut diminuer l'épaisseur d'un facteur 10 à 50, mais peut-être beaucoup plus loin. Et on commence à voir des prémices de cellules solaires qui font seulement quelques dizaines de nanomètres. Elles ne sont pas encore à 20%, mais elles montrent un petit peu le chemin qu'on peut parcourir dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci beaucoup.